Salut les Toukouvorts, enfin Mighty Morphin, c'est fini, il est donc temps d'aller vers de nouvelles hauteurs. Power Rangers Zeo, diffusé à peine 2 mois après la fin de Mighty Morphin, donc en avril 96, et bien entendu la suite directe à Mighty Morphin, et la première saison a vraiment tout chamboulé. Les audiences et les ventes de jouets sont en fort déclin. Saban commence à paniquer, faut trouver une solution. Vite! Pas le temps de niaiser, on commence cette nouvelle saison immédiatement là où on a laissé nos héros, c'est-à-dire désemparés dans les gravats du centre de commande détruit. Ils retrouvent le Zeo Crystal et tombent dans les tunnels sous le centre où ils retrouvent Zordon et Alpha dans un nouveau centre flambant neuf. Mais les réjouissances sont de courte durée. Alors que Z et Rita célèbrent leur victoire, une nouvelle menace apparaît, l'Empire des Machines. Il est dirigé par le roi Mondo et fait partie de l'Alliance Unie du Mal. Z et Rita, ne se sentant pas de taille, fuient lâchement en abandonnant la conquête de la Terre. Grâce au Zeo Crystal, Zordon est capable de donner de nouveaux pouvoirs aux Rangers. Malheureusement, le cristal ne comptant que 5 subdivisions, il n'y a de pouvoir que pour 5 Rangers. Tanya, la nouvelle venue, est prête à laisser sa place en admettant son manque d'expérience, mais Billy va réaliser qu'il est beaucoup plus utile à l'équipe en travaillant au centre qu'en étant sur le terrain. Il va donc donner son cristal à Tanya qui devient officiellement une Ranger. Kat devient la Zeo Ranger 1 rose, Tanya la Zeo Ranger 2 jaune, Rocky le Zeo Ranger 3 bleu, Adam le Zeo Ranger 4 vert et Tommy le Zeo Ranger 5 rouge. Fiers de leur nouveau pouvoir, nos héros arrivent à repousser le premier assaut de l'Empire sans difficulté. Le combat reprend donc contre un nouvel ennemi encore plus puissant que Z et Rita. Pendant ce temps, Rito et Goldar sont sur Terre, amnésiques. Ils sont recueillis par Bulk et Skull qui vont les transformer en esclaves qui vont réaliser leurs petits caprices. Un beau jour, Tommy reçoit une lettre de Kimberly qui lui annonce qu'elle a rencontré quelqu'un en Floride et donc qu'elle le quitte. Et cette nouvelle arrive au mauvais moment. Billy a développé le Red Battle Zord en se basant sur la technologie de contrôle mental des Battleborg d'Aquitar. Émotionnellement fragilisé à cause de la lettre, mais aussi à cause d'un rêve mystérieux et d'un homme qu'il est persuadé d'avoir déjà rencontré, Tommy a beaucoup de difficultés à le contrôler au début. Et justement, cet homme est Sam Cœur Sincère, un indien qui vit dans une réserve pas loin d'Angel Grove et que Tommy avait déjà rencontré quand la Terre était coincée dans le passé. Sentant la détresse de l'adolescent, il lui conseille de partir en quête spirituelle. Tommy retrouvera donc son frère, David Cœur Sincère. Il lui explique que lui et Tommy ont été adoptés séparément. Tommy est parti vivre dans une famille, les Oliver, tandis que David a grandi dans la réserve indienne. Pendant ce temps, Bulk et Skull font une erreur irréparable qui les font virer eux et le lieutenant Stone de la police. Ils ouvrent tous les trois une agence de détectives. Les Rangers tombent dans un piège tendu par Mondo, mais l'arrivée inopinée d'une mystérieuse pyramide géante de l'espace brouille les communications de tout le monde. Billy analyse l'objet non identifié et découvre que la pyramide émet un signal identique à celui du Zeo Crystal. Un autre cristal se trouve donc dans la pyramide. Nos héros tombent dans une autre embuscade et sont sauvés par un nouveau Ranger, le Ranger doré. Il sauvera les Rangers à plusieurs occasions mais ne veut jamais leur dévoiler qui il est. Nos héros essaieront de le découvrir mais ils n'y arriveront pas. Mondo ne veut pas laisser passer sa chance et veut lui voler ses pouvoirs ainsi que d'autres personnes. Après avoir subi plusieurs attaques, la pyramide va se crasher en catastrophe sur Aquitar. Très affaibli, le Ranger doré n'est plus capable de maintenir sa transformation et nous découvrons enfin son identité... Billy! Non, trop prévisible. Skull! De quoi? Le frère de Tommy! C'est... non. Absolument personne qu'on connaît! Oui. Oui. Ah, on l'a, oui. Et oui, le Ranger doré se révèle être Trey de la planète Triforia, dont le peuple est réputé pour être très vertueux. Les Triforiens sont des êtres particuliers, ils sont formés de 3 personnalités, le cœur, le courage et la sagesse.
Trey étant affaibli, il se divise en 3 et ne peut donc plus assumer les pouvoirs du Ranger doré. En attendant qu'il puisse de nouveau maintenir ses 3 côtés réunis, nos héros doivent chercher un remplaçant temporaire à Trey, et c'est Jason, l'ex-Ranger rouge Mighty Morphin, qui assumera ce rôle. Tout en sachant que c'est temporaire et que les pouvoirs ne sont pas faits pour un être humain, Jason est tout de même heureux de pouvoir de nouveau servir la cause. En remerciement, Trey leur donne aussi les Super Géogèmes qui débloquent les Super Zéozords et le Super Zéo Megazord. Rito et Goldar retrouvent enfin leurs souvenirs et retrouvent Zed et Rita. Mondo en a marre des échecs à répétition de ses robots. Il décide de déterrer une épée surpuissante qui lui permettrait de vaincre les Rangers, mais c'est lui qui se fait détruire en retour. Un nouveau méchant, Louis Kaboom, assurera l'intérim à la tête de l'Empire des Machines pendant quelques temps avant que le fils aîné de Mondo, le prince Gasket et sa femme Archerina, arrivent pour prendre sa place, et il passe tout de suite à l'action. Gasket kidnappe Tommy et lui lave le cerveau pour qu'il croie qu'il est le roi de l'Empire des Machines. Après quelques déboires, ses amis arrivent à le libérer en le raisonnant. Entre-temps, nos héros libèrent Auric le Conquérant grâce à Aisha qui a trouvé une carte menant à lui. C'est un défenseur de la justice endormi depuis d'innombrables années qui les aidera sporadiquement. Mais le roi Mondo est de retour. On apprend qu'il a renié Gasket parce qu'il s'est marié avec la fille d'un de ses ennemis et il les chasse sans vergogne pour retrouver son autorité et son rang au sein de l'Empire. Du jour au lendemain, Billy vieillit de plusieurs dizaines d'années. Ceci est dû à un effet secondaire de la machine qui avait servi à annuler les modifications temporelles de Master Vile à la fin de Mighty Morphin. Un mauvais réglage fait que Billy va de plus en plus vieillir. Les Rangers d'Aquitar trouvent une solution et proposent que Billy suive un traitement thermal à base de leur eau de jouvence pour annuler ses effets malveillants. Hélas, pour que ça fonctionne, Billy doit boire une grande quantité d'eau et doit donc partir pour la planète Aquitar. Il trouve là-bas l'amour de sa vie en la personne de Cestria et décide de rester vivre avec elle. Finster crée une nouvelle baguette magique pour Rita et elle ne perd pas de temps. Elle l'utilise immédiatement pour se venger de Catherine, mais elle touche à la place sa pochette qui la transforme en monstre qui donne énormément de mal aux Rangers. Pour ne pas perdre la face, Mondo envoie un robot capable de prendre le contrôle d'autres machines. Le robot prend le contrôle d'un Megazord, tandis que le monstre pochette prend le contrôle d'un autre Megazord et ils s'affrontent tous les deux dans un combat de Megazord. Après quelques péripéties, nos héros s'unissent aux Rangers d'Aquitar pour défaire un large bataillon de Cog et réduire les forces de l'Empire des Machines. Ce qui devait arriver arrive bel et bien. Le corps de Jason commence à rejeter les pouvoirs du Ranger doré, ce qui met sa vie en danger. Malgré le fait que Trey soit toujours divisé, il parvient in extremis à s'unifier et à retrouver ses pouvoirs, sauvant ainsi Jason. Mondo revient lui-même attaquer les Rangers qui répliquent en devenant eux-mêmes géants grâce au pouvoir de Trey et arrivent enfin à le repousser une bonne fois pour toutes. De retour sur la Lune, Rita et Zed lui offrent un cadeau qui le fera exploser lui et toute sa famille, mettant un terme à l'invasion de la Terre de l'Empire des Machines. Bulk et Skull sont contactés pour effectuer une mission secrète en France et doivent donc quitter le détective Stone. Nous terminons cette saison en disant aussi au revoir à Jason après que Tommy l'ait réconforté après la perte de ses pouvoirs. Voilà. Alors, est-ce que ce pari de tout chambouler est réussi ? Pour ma part, c'est un petit oui. Justement, parce que c'est nouveau, donc oui. Au bout d'un moment, tu réussis, mais tu retombes un petit peu vite dans le cliché qu'on connaît d'avant. À travers les saisons, Mighty Morphin, c'est répétitif. Au final, il n'y avait que les ordres qui changeaient, les costumes, ça restait vraiment les mêmes, et à chaque fois, ça se répétait, on avait toujours les mêmes méchants, etc. À peu près. Donc, la routine s'installe. Donc, faut changer. Sauf que changer, c'est bien, mais faut pas retomber dans la routine qu'on a déjà installée. Il fallait donc vraiment donner un coup de neuf et surtout changer les costumes que j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Surtout celui du Ranger doré. Voilà, je pense qu'on est tous tombés amoureux de ce costume quand on l'a vu. Voilà, il est sublime. Peter Dang, le chef de la section pour enfants de Saban à l'époque, a proposé plusieurs idées justement pour un petit peu tout chambouler. Notamment, pourquoi pas, tuer quelques rangers. Oui, le monsieur a proposé ça au KLM. Enfin bref, l'idée n'a bien sûr pas été retenue, et ils se sont dit que ce serait pas plus mal de faire comme les japonais, c'est-à-dire de changer un petit peu tout, année après année. Et c'est plus pratique aussi, comme ça on a absolument toutes les scènes de combat et de Megazord déjà prêtes, on refait des économies comme au début de Mighty Morphin, c'est nickel.
Alors la stratégie marche au début, hein. Zéo relève le niveau et le blason de la franchise Power Ranger est redoré. Mais pas pour longtemps, parce que oui, au début le facteur nouveauté ramène des gens, mais on retombe vite dans le statu quo de Power Ranger, donc les audiences baissent beaucoup. À tel point que Chair de Poule et Beetleborg sont mieux que Power Ranger. Ah ouais, j'ai dit Beetleborg, ouais. Bon après je peux comprendre, hein. Chair de Poule, c'était trop bien. Et donc c'est vrai qu'après ce sentiment de renouveau qu'on vient de connaître, eh ben on retombe dans le routinier, voilà, c'est dommage. Le nouveau centre de commande, il est sympa et franchement plus pratique pour bosser, hein, ça je le nie pas. Les anciens costumes en arrière-plan, ça par contre c'est juste sublime. C'est de quoi honorer le passé en allant de l'avant. Bon par contre, niveau personnage, encore une fois, bah, ça évolue pas quoi. Mis à part Tommy et Billy, bah, le reste, voilà, ça reste exactement ce qu'on connaît des saisons d'avant. Et justement, en parlant de Billy, crevons l'abcès immédiatement. Comment, vous, là, l'équipe technique, les acteurs de Power Rangers, certains, pas tous, bien évidemment, comment vous, là, espèce de sac à merde, vous qui vous cassez le cul à créer une série qui promeut l'entraide, la camaraderie et la positivité, comment des sales merdes comme vous osez critiquer David Yost parce qu'il est gay, voire même harceler, parce que c'est du harcèlement ce qu'il a vécu. Vous vous rendez compte? T'as une série super positive, des super-héros qui sauvent le monde, qui sont hyper tolérants envers tout et tout le monde, et derrière en backstage, t'as un gars, l'un des meilleurs en plus, hein, David Yost, hein, qui joue Billy. Billy, c'est un de mes personnages préférés parce qu'il est trop génial, Billy. En backstage, t'as les mecs qui lui en foutent plein la gueule juste parce qu'il est gay. Tous les jours, David Yost a dû faire face à des critiques, des murmures, des rumeurs, des farces de la part de ses collègues, à tel point qu'il a même envisagé le suicide. Heureusement, il a eu un éclair de lucidité, il s'est barré avant que ça arrive. Alors en effet, les années 90, c'était pas encore la meilleure période pour être gay, mais que ça arrive à un acteur, je le répète, qui promouvoit des valeurs positives dans une série de super-héros, l'entraide, la camaraderie, l'amitié, tout ça, c'est vachement dégueulasse. Et donc, pourquoi il est parti, mis à part l'homophobie qu'il vivait au jour le jour? Eh ben, c'est encore en rapport avec ça, hein, bah, tout simplement parce que l'équipe créative de Power Rangers pensait que David Yost, étant gay, ne transmettait pas les bonnes valeurs aux enfants. L'acteur, hein, pas le personnage, attention. Et donc, qu'il n'était pas ou plus digne d'être un Power Ranger. Vous avez compris tout le merdier qui se passe dans la tête de l'équipe, des créateurs de la série? Juste parce qu'un acteur qui est gay, qui joue un personnage hétérosexuel, voire même, attention, je vais sortir le mot, xénosexuel, puisque, en fin de compte, Billy finit avec une extraterrestre, hein? On est d'accord. Pourquoi vous en faites chier à un mec qui fait bien son travail? Juste parce que David Yost est gay, son personnage n'est plus bien, il va plus transmettre les bonnes valeurs. Incroyable. En plus, étant donné qu'ils avaient considéré qu'il n'était plus digne d'être un Power Ranger, tu peux oublier le Ranger doré, hein. Ah oui, alors là, dès le départ, c'était grillé, hein. Billy qui essaye de devenir Ranger doré, non, ça n'a jamais été prévu, voilà. Oh là là, quelle valeur ça donnerait aux enfants. Ouh. Et les enfants, justement, ben ils l'ont jamais su. Et ils s'en tapent. Tu l'as su, toi, à l'époque, que David Yost était gay? Est-ce que ça a gâché ton expérience télévisuelle? Moi non. J'en ai rien à foutre, je l'ai jamais su, je m'en tape complètement. Ça ne gâche pas le personnage de Billy. D'où la sexualité d'un acteur gâche un personnage qu'il a très bien interprété. Moi, y a pas de problème, hein. Billy, ça reste toujours un de mes personnages préférés. Le mec, il en a eu tellement marre qu'il s'est barré du jour au lendemain du plateau. Voilà, c'est tout. Démerdez-vous avec Billy, faites ce que vous voulez. Et en plus, ce qui est vraiment navrant, c'est que le personnage n'a même pas de véritable au revoir. On le voit juste dans l'écran du centre de commande. Au revoir, j'ai trouvé l'amour avec une extraterrestre. Adieu. Voilà.
on me reverra plus jamais. Triste histoire. Autre personnage qui me pose problème, Tanya. Alors, on se souvient que Tanya était une petite fille africaine qui vivait en Afrique à la fin de Mighty Morphin, qui a donc été enlevée à son époque pour aller en 1995 ramener le Zéo Cristal à la place d'Aïcha. On est d'accord? Et donc, ça va? Elle s'adapte bien à l'époque moderne, vu qu'elle a grandi comme par magie aussi, avec les autres. Elle n'a pas de questions à poser, elle se demande pas qu'est-ce que c'est toute cette technologie, subitement, voilà. Non? Ça pose problème à personne, une petite fille qui fait un bond dans le futur? Nickel? Oui, d'accord, ok, ouais. Et tant qu'à faire, elle sait se battre aussi, parce que dès son premier combat, elle gère sans problème. Sinon, à part ça, c'est comme Adam et Rocky, c'est juste la remplaçante d'Aïcha, donc elle remplace Aïcha. Elle n'est pas plus développée que ça. Passons à Tommy. Alors, déjà la lettre de Kimberly, LOL. Gros LOL. Et pourquoi? Parce qu'il fallait pousser la romance entre Tommy et Kat, bien sûr, évidemment. Apparemment, ça a été décidé comme ça, Tommy et Kat, allez, on y va. Et donc, forcément, si Tommy devait se mettre avec Kat, il fallait que Tommy soit célibataire. Mais je dis quand même bravo aux scénaristes d'avoir fait l'effort de les faire rompre, même si c'est à travers une lettre. Parce que bon, ils auraient pu choisir la solution de facilité, complètement oublier que Kimberly existait, et que Tommy aille voir un petit peu Kat en loose day. Voilà, au moins ils ont fait l'effort de les faire rompre officiellement, c'est bien. Donc ça va quand même faire un petit choc à Tommy, et il va devoir faire une petite introspection sur lui-même. Et il va retrouver son frère. D'accord, son frère indien qui vivait dans une réserve indienne, David Trueheart. David Trueheart. On s'en fout. On s'en fout, parce que David, il découvre même que Tommy est le Ranger Rouge, mais Osef. C'est Osef total, en plus on ne le reverra plus jamais, ni de la saison, ni dans une autre série ou quoi que ce soit. Voilà, donc Tommy a un frère, et il vit dans une réserve indienne. Voilà. C'est tout. On peut parler aussi de l'épisode où Tommy vieux raconte ses aventures à son petit-fils, donc on voit qu'il est marié avec Kat, évidemment. Et il a un deuxième petit-fils qui est beaucoup plus grand lui, à mon avis ça doit être un jeune adulte, ou alors il doit vraiment être en fin de lycée, et qui est un Power Ranger. Apparemment, vu la chemise qu'il a, à mon avis ça doit être un Ranger rouge aussi, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Alors, déjà, cet épisode-là, il n'a pas forcément été considéré comme canonique à l'époque. Enfin, pas à l'époque, disons au fil des années. Parce que déjà, rien que dans Dino Tonnerre, Kat n'est pas là. Qu'est-ce qui est arrivé à Kat? Il n'y a aucune mention d'elle, on voit la vie de Tommy, on voit où il habite, mais il n'y a pas Kat. Il n'y a même pas de petit JJ en route, parce que officiellement, Tommy et Kat ont un fils qui s'appelle JJ, on le connaît dans les comics. En plus, il a été officialisé dans Ninja Steel, où quand on voit Tommy qui arrive chez lui, où il appelle JJ, enfin bref, JJ est officiellement canonique, donc Tommy a un fils qui s'appelle JJ, point final. Donc on peut supposer que JJ est le père de ces deux gamins, enfin du gamin qu'on voit dans Zéo et de son frère qui est un petit peu plus grand. Pourquoi pas? Donc ça voudrait dire que JJ, qui est Ranger Vert SPD, qui est power-upé avec le bouclier de son père de Ranger Vert, va donner naissance à un fils qui va devenir Ranger Rouge, on sait pas quoi, et un gamin qui va peut-être devenir Ranger aussi. Voilà, c'est ça l'affiliation des Oliver. Mais bon, comme je l'ai dit, il y a quand même quelques petits détails qui font que c'est un petit peu bizarre, donc certains fans hardcore américains n'arrivent pas vraiment à le considérer comme canonique, donc est-ce que JJ va donner naissance à ces deux fils-là dans le futur? Peut-être, peut-être pas, on sait pas, on verra. Ensuite, tout le bordel qu'il y a eu autour du Ranger doré. Alors, le choix de l'acteur, plutôt des acteurs dans ce cas-là, c'est un petit peu fait au dernier moment. Alors, au début, c'est l'acteur Brad Hawkins qui faisait la voix du Ranger doré parce que y a eu des retards sur le casting et le gars était pas casté.
Donc Brad Hawkins, c'est l'acteur qui joue Ryan Steele dans VR Trooper. Et ça devait être Ryan Steele, le Ranger doré. Le personnage Ryan Steele de VR Trooper devait être le Ranger doré. Ce qui sous-entend que VR Trooper se déroule dans le même univers que Power Ranger. Il y aurait eu une relation entre les deux franchises. Mais bien sûr, ça ne s'est pas fait. Donc au fil des épisodes, on essaye de nous indiquer un petit peu vaguement qui pourrait l'être ou pas. Donc Billy, non, pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Peut-être un petit peu Skull, peut-être un petit peu le frère de Tommy. Et non, c'est absolument personne qu'on connaît. Voilà. Au final, ce sont les triplés DiFilippo qui vont incarner les trois personnalités de Trey. Mais hélas, comme je l'ai aussi dit tout à l'heure, les audiences baissent parce qu'on se réinstalle dans une routine qu'on connaît déjà, donc faut encore réagir vite. Et donc, tu fais revenir quelqu'un qu'on aime, Jason Austin St. John, pour ramener les vieux fans, pour leur dire « Hey les vieux fans, revenez, il y a Jason qui revient, vous avez kiffé !» Donc ouais, j'ai kiffé ma putain de race, revoir Jason au top de sa forme, en additionnel, en 6ème Ranger. Et oui. Alors j'aurais aimé découvrir un petit peu plus Trey, hein, bon, il le dégage vite fait avec son problème de triplé, de triple personnalité qui doit revenir, J'aurais bien aimé connaître Trey, vraiment, en Ranger doré. Bon, je ne boude pas Austin St. John non plus, parce que vraiment, le mec, il est là, quoi. Tu le sens qu'il est revenu au top de sa forme. Y a pas de problème, nickel, viens Austin, viens, ouais, pas de problème. Petite déception quand même, Jason n'a pas de morpheur. C'est con, hein, parce que King Ranger, Ricky, il en a un. Pourquoi vous l'avez pas utilisé? J'ai pas compris. Un mot rapide sur les alliés. Où est Ninjor? Alors, pendant Alien Ranger, il est dans son pot, hein, micmac temporel, tout ce bordel, tout ça. Et maintenant, il n'a pas été libéré de son pot, il est plus là, on l'a oublié complètement. Bah oui, on l'a oublié. Donc Osef total, et on le reverra plus. Voilà. Ensuite, Auric, le conquérant. Bah, il est là de temps en temps, mais bon, au final, voilà, il sera très vite oublié aussi, et on n'en entendra plus jamais parler non plus. Bulk, Skull et le lieutenant Stone. Alors, ils renforcent leur lien, c'est très bien, mais c'est un peu tout. On apprend dans un épisode que Skull sait très bien jouer du piano, mais qu'il en a honte. Adam lui dit que si Bulk est vraiment son ami, il le soutiendra dans tout ce qu'il fait, et c'est ce que Bulk fait. Il est complètement ému du talent de Skull au piano, et il va bien lui faire savoir. Ce moment était génial à voir. Ensuite, ils arrivent quand même un petit peu à vaincre la peur viscérale qu'ils ont des monstres. Ils s'apprivoisent entre guillemets Goldar et Rito et se battent même contre des Kog quand Tommy se prend pour le roi de l'Empire des Machines. Donc même si ça reste bof, ils évoluent quand même toujours dans le bon sens et vers un côté plus ou moins héroïque. Bon, plus quand même, hein, parce qu'au final ils vont quand même devenir des héros. Ils soutiennent aussi le lieutenant Stone quand il se fait virer de la police, mais ils vont quand même le quitter pour accomplir une mission en France, Cocorico, donc on verra comment tout ça se passe par la suite. Les méchants, l'Empire des Machines. Alors, vu qu'on adapte au Ranger, il faut bien évidemment de nouveaux méchants, donc il faut se débarrasser des anciens, et c'est là que Power Ranger pêche. Les Rangers ne se débarrassent pas des méchants. En 3 saisons, Rita et Z sont toujours là. Donc, ils finissent pas le job. Donc, comment on fait quand on a une nouvelle série, une nouvelle adaptation, un nouveau Sentai à adapter qui arrive, et qu'il y a de nouveaux méchants? Eh ben, on ridiculise les anciens. Voilà. Puisque Power Ranger n'est jamais allé jusqu'au bout, puisqu'on n'a jamais éliminé Rita et Z, eh ben, on va faire devenir les méchants des comiques. C'était déjà plus ou moins le cas hein, dans la saison 3, dans Alien Ranger, où Rita et Z étaient devenus pathétiques. Mais là, c'est au revoir Rita et Z, c'est bon, ils sont mentalement morts, hein, on peut les oublier, c'est adieu, voilà.
Et le pire, ou le meilleur, c'est vous qui choisissez, c'est que c'est Rita et Z qui vont définitivement détruire l'Empire des Machines. Ils branlent rien de toute la saison, évidemment, puisqu'il y a l'Empire des Machines hein, qui est là, c'est le méchant principal. Mais à la fin, c'est Rita et Z avec leur cadeau bombe qui font exploser Mondo et sa famille, et donc qui mettent un terme au règne de Mondo. Parce que les Rangers repoussent Mondo, il n'y a pas de problème, hein, ils gagnent, ils repoussent Mondo, mais ils ne le détruisent pas concrètement. Tandis que c'est Rita et Z qui vont le faire. Bon, ils sont toujours vivants, c'est des machines, leurs processeurs ou je sais pas quoi, ils sont toujours là, ils sont toujours vivants. Hein, mais c'est Rita et Z qui mettent vraiment un terme à la conquête de la Terre. Des méchants nuls devenus des comiques qui font le job des Power Rangers, quand même. J'ai pas forcément tout compris chez les scénaristes, là. Et donc, l'Empire des Machines, justement, donc on nous fait rêver, parce qu'on a l'habitude de Rita et Z, qui sont devenus pourris, et là, on a un putain d'empire, un empire qui arrive sur Terre, enfin en orbite hein, de la Terre, qui vient conquérir la Terre, et ça fait flipper, parce que tu vois, il y a sa base, il y a son armée, on a peur pour la planète, on se dit que les Rangers sont dans la merde quand on voit tout ce que l'Empire a. Mais encore une fois, Mondo ne fait pas mieux que ses prédécesseurs. Il envoie un monstre à la suite, il se fait botter le cul, et voilà. Bon, pour sa défense, lui au moins va au combat. 2 fois. Enfin, au moins 2 fois. Bon, il se fait détruire, hein, mais voilà. Au moins, lui, il va à la castagne, hein, pas comme Rita et Z. Alors que Z serait tout à fait capable d'aller lui-même au combat, hein, on l'a déjà vu. Hein, il a failli gagner contre Tommy hein, la saison dernière. Non, faut que le méchant reste dans son antre maléfique, et voilà. Au moins Mondo, lui, se sort les doigts. Mais bon, de toute façon, l'Empire n'aurait pas fait long feu quand même, parce que la spécificité du Zéocristal, c'est d'augmenter en puissance au fil du temps. Donc, théoriquement, les Zeo Rangers devraient être l'équipe de Power Rangers la plus puissante de tous les temps. Parce que, au début de la série, donc d'accord, c'est plus puissant que Mighty Morphin, c'est ok, on arrive à repousser l'ennemi, très bien. Et à la fin, grâce au pouvoir de Trey, ils grandissent eux-mêmes niveau géant. Ils ont même plus besoin de Megazord pour repousser Mondo. Vous vous rendez compte? L'écart de puissance des Zeo Rangers au début et à la fin de la série. À la fin, c'est eux-mêmes géants qui vont buter du monstre. Géant. Excellent. Toujours dans l'optique de Saban de faire plus fort, là on a des machines. Donc effectivement, c'est plus fort. Parce que avant, Rita et Z représentaient une magie un peu vieillotte, un peu désuète, tandis que là, maintenant, vu qu'on a des machines, on essaye de s'inscrire dans une époque un peu plus moderne, à l'aube d'Internet et tout ça, les machines, l'intelligence artificielle, naninana. Donc, ouais, de ce côté-là, on fait mieux, on progresse. On nous dit aussi que l'Empire des Machines fait partie de l'Alliance Unie du Mal. Alors, c'est un petit peu spoiler, mais bon, ça s'est passé il y a 25 ans, donc il y a prescription, hein, et je pense que dans le lore Power Rangers, ça se sait. Hein. L'Alliance Unie du Mal, c'est donc une organisation du mal, qui se passe dans l'espace, du coup, où il y a Rita, Z, l'Empire des Machines, Divatox, Astronema et d'autres monstres. Voilà. Donc, c'est un excellent foreshadowing pour ce qu'on va découvrir dans Power Rangers dans l'espace, hein, puisque ça vraiment, l'Alliance Unie du Mal, on va vraiment la voir dans Power Rangers dans l'espace. Donc, qu'on ait l'intelligence de foreshadowing ça 3 ans avant, 1, 2, 3, oui, 3 ans avant, c'est excellent niveau scénario. C'est parfait, c'est génial. Et en plus, quand on l'apprend au début de la série, on se dit « Ah, il y a une alliance quelque part ?» Donc ça veut dire qu'il y a d'autres méchants qui peuvent éventuellement venir attaquer la Terre. Ouais, c'est bien ça pour l'esprit, très bien pour les enfants. Pour finir, un petit mot sur la musique. J'adore l'opening de cette saison, il est facilement dans mon top 3. Il est trop génial. Et personnellement, GoGo Power Ranger, j'en peux plus. Je comprends le facteur nostalgique de GoGo Power Ranger, il a fallu faire revenir ça avec Samurai, Megaforce et tout ça, mais GoGo Power Ranger, franchement, ouais. Alors, ouais, Gogo, c'est bien, Gogo, action, ouais, hein, super, ouais. Mais bon,
quand t'as un opening avec des paroles qui racontent quelque chose, c'est quand même mieux. Stronger than before, plus fort qu'avant. C'est vrai. On nous a habitués à 3 Mighty Morphin Go Go Power Rangers, et là, stronger than before, plus fort qu'avant. Oui, c'est vrai, ça te raconte déjà un petit quelque chose. Mais il y a une phrase vraiment qui fait tout pour moi, où on accepte l'héritage des Power Rangers vraiment à travers cette 4e année, Rangers at the core, que moi j'aime bien traduire, adapter en Rangers au plus profond de nos cœurs. On accepte, c'est beau, on est plus fort qu'avant, parce qu'on est des Power Rangers tout au fond du cœur. C'est bien, ça raconte quelque chose cet opening, c'est un véritable vent frais après Go Go Power Rangers. Voilà quoi, le cachet, c'est mieux. Par contre, le thème de combat, bof. Il y a un petit beat. Mais non, là, désolé, c'est le premier combat en Zeo Ranger, il se fait sur ça en plus. Non, ça passe pas. On essaye de te faire croire à un truc dynamique, mais non. Là, le premier combat en Zeo Ranger, c'est ça la musique pour ton premier combat? T'aurais pas voulu mettre l'opening plutôt? Parce que oui, je suis désolé, hein, je refais un parallèle à Beast Morpher et au Super Sentai encore une fois. Quand il y a un moment badass ou un moment héroïque, tu balances l'opening. À chaque fois qu'il y a l'opening dans un Sentai, je crois pas vraiment que ce soit arrivé dans Power Ranger, mais dans un épisode de Sentai, dès que t'entends les premières notes de l'opening dans un combat, tu te dis moment héroïque en action, badass, ça vient, vas-y, je vais kiffer. Pour ton premier combat, t'aurais pu mettre l'opening. Le premier combat, ça se fait sur l'opening normalement, c'est justement pour te dire on est là, tu vas kiffer la saison, reste mon ami. Là non, il y a une espèce de musique de combat dégueulasse pour le premier combat de Zeo. Ouais, voilà, bof. Par contre, le thème de l'Empire des Machines, je le trouve génial. Alors, Z avait aussi son thème, hein. Bref, tu voyais que c'était maléfique. Et là, le thème de l'Empire des Machines fait un petit peu électronique, donc c'est tout à fait correct. Voilà, ça va avec le thème de l'Empire des Machines, il n'y a pas de problème, je l'aime beaucoup celui-là aussi. Et encore une fois, le 6ème Ranger a son thème à lui. Donc Tommy en avait eu 2, hein, un pour le vert, un pour le blanc. Et là, Jason a aussi son thème à lui, hein, Go Gone Ranger. Je l'adore. Voilà, je l'adore. Je préfère largement le thème du Ranger doré à celui du Ranger blanc ou du Ranger vert. Voilà. Après, Jason, le costume de King Ranger, noir, armure dorée et tout, bon... Voilà, désolé, oui, je préfère King Ranger, Ranger doré, Akiba ou Dragon Ranger, voilà, il est super cool ce costume. Donc forcément, costume super cool, scène d'action cool, avec une musique cool, tout de suite ça marche, hein, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier combat de Zeo avec une musique pourrie, bah voilà, là t'as le Ranger doré avec son thème qui pète, c'est tout de suite génial. Enfin bref, Paris a demi-gagné pour Saban, c'est vrai, il a fait plus fort. Mais ça reste un petit peu en demi-teinte. On verra la prochaine fois s'il met un coup de turbo ou pas. T'as compris, coup de turbo, parce que la prochaine saison c'est... Et le petit trivia habituel. Selon un document de production de l'époque, Tanya devait à l'origine s'appeler Kenya. Dieu merci, ils ont changé. Catherine Sutherland a avoué qu'elle n'était pas fan de la romance entre Kat et Tommy. Oups. La voix originale du prince Gasket était celle de Doug Sloan, le producteur superviseur de la série. David Trueheart, le frère de Tommy, était joué par le véritable grand frère de Jason David Frank. Malheureusement, il est décédé quelques années plus tard. Et le 45e épisode de la saison est Mystery to Me, et le 200e épisode de la franchise. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission, tu peux la liker et la partager, ça nous fera plaisir. Et n'oublie pas que tu peux retrouver les dernières news Toku sur le site Herochoc.com. Ciao.